Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième table ronde qui s'intitule « Vers une meilleure qualité de vie en centre-ville, soutenir les commerces et rénover les espaces publics ». Je suis Marianne Lois-Borgna, je suis chargée d'études à la Fabrique de la Cité et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde dans laquelle on va aborder finalement des sujets complémentaires à ceux de l'ensemble de la journée, puisque voilà, pendant la balade urbaine, on a pu voir un certain nombre d'espaces publics qui ont été retravaillés, la place de la Grille, la place de la Résistance, et on a aussi pu parcourir le centre-ville et le découvrir. Donc transformer le centre-ville, c'est travailler sur les friches tertiaires, on l'a vu dans la précédente table ronde, mais c'est aussi travailler sur les sujets de commerce, d'attractivité du centre-ville et d'espace public. Et pour recréer de l'envie de vivre en ville dont on a discuté sur l'ensemble de la journée. Pour discuter de cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Charrier, qui est directrice territoriale pour la Sembrez des Côtes-d'Armor, Nicolas Nguyen, qui est adjoint au maire de Saint-Brieuc en charge du commerce et de l'attractivité, Diane Gallet, directrice adjointe des programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et Thomas Hubert, qui travaille à l'ADEPA, architecte urbaniste, qui est l'auteur d'une étude Saint-Brieuc 2040 dans laquelle la question des commerces est abordée. Pour commencer, on va poser un peu le constat et poser quelques constats et faire un état des lieux finalement de la situation du commerce en centre-ville avec vous, Diane Gallet, à travers le programme Action Cœur de Ville et la mission de la NCT, vous avez aussi un regard sur le territoire national et les situations commerciales dans les villes moyennes en France. Donc effectivement, Action Cœur de Ville, c'est un programme qui a été créé il y a maintenant 7 ans, donc on commence à avoir un peu de recul et des belles réalisations comme on a pu en voir ce matin dans le cœur de ville de Saint-Brieuc. C'est un programme qui a été créé avec cette idée du rideau de fer baissé au niveau du commerce de centre-ville. Donc effectivement, c'était, on va dire, un des points d'entrée, mais pas que, puisque l'État avait voulu créer un programme qui traite à la fois des problèmes des commerces, mais aussi des logements, de la réfection des espaces publics, et que ce soit un programme transversal qui ne traite plus les sujets les uns après les autres, mais tous ensemble. La particularité de la gouvernance aussi d'Action Cœur de Ville, c'est qu'on se met autour des projets des maires, donc ce sont les élus locaux qui impulsent leurs projets, et donc l'État et les partenaires financiers que sont la Banque des Territoires et Action Logement et l'ANA donc se mettent autour de ces projets et donc soutiennent la rénovation, comme je le disais, des cœurs de ville. Et donc avec l'objectif de remettre des habitants en cœur de ville, d'améliorer le cadre de vie des habitants, des villes, on va dire moyennes si on peut le dire, ça dépend. Parfois, certains maires l'acceptent, d'autres préfèrent qu'on dise ville médiane. En tout cas, on est autour de 30 à 100 000 habitants. C'est un programme qui compte aujourd'hui 245 villes. Plus de 10 milliards d'euros ont été engagés à ce jour par l'État et les partenaires. Donc là, on ne compte pas les crédits des collectivités territoriales, mais donc on voit que ce sont des sommes énormes. À titre d'exemple, donc le fonds vert qui a notamment bénéficié aux friches dont la table ronde précédente faisait référence, c'est 400 millions d'euros. On a environ 200 000 logements qui ont été rénovés grâce au crédit d'Action Logement et de l'ANA. Et on peut aussi citer le chiffre de 530 locaux rénovés grâce aux foncières dont la Banque des Territoires était impliquée. On a aujourd'hui près de 8 millions d'habitants qui vivent dans les villes moyennes. Et pour revenir au sujet commercial, donc c'était, je pense, Jean Guioni qui est au fond de la salle, qui était mon prédécesseur. Je pense que c'était, on pourra en rediscuter, il y a eu d'énormes belles réalisations et une vraie redynamisation, le retour des enseignes dans les villes moyennes, etc., au lancement du programme et dans les années qui ont suivi. Malheureusement, les derniers chiffres de la vacance commerciale nous montrent et prouvent ce qu'on craignait un peu, c'est-à-dire que la vacance commerciale augmente. Ça s'est observé en fait au niveau national. Et pour la première fois, là, on est passé à 13,7 dans les villes du réseau Action Cœur de Ville, alors qu'on était à 12,5 l'année dernière en termes de moyenne de vacances commerciales dans les villes Action Cœur de Ville. On l'avait appréhendé, mais on en reparlera je crois après avec les outils, on a des expérimentations et des outils, mais je pense qu'il va falloir
aussi être inventive. Donc, on a aussi un dispositif de prospective en cours. Tout va très, très vite. Les changements des pratiques des consommateurs, ça peut être le e-commerce, ça peut être la seconde main, ça peut être voilà, tout un tas de faisceaux qui se sont rencontrés et dont la bascule, hein, c'est aussi ce que citait le maire de Saint-Brieuc ce matin, c'est fait aussi au moment de la crise Covid. Donc voilà, là on a des indicateurs qui sont de nouveau un peu plutôt alarmants. On s'attelle à essayer d'y répondre. Je pense que quand je dis inventif, je pense qu'on va se diriger aussi vers des lieux multi-usages. Il n'y a pas longtemps, j'entendais parler du terme chronotopie que j'ai découvert, mais c'est à peu près ça. Je pense que sur la base de l'impulsion des élus qui veulent aussi reprendre, hein, le lead sur ces sujets, c'est-à-dire qu'ils sont en première ligne sur la fermeture des commerces, ils sont sollicités et par les riverains et par les commerçants. Donc on assiste à un phénomène de remunicipalisation aussi du traitement du commerce, c'est-à-dire qu'on a des maires qui de plus en plus achètent, enfin font l'acquisition de ces cellules. Certains, juste une ou deux dans les rues principales commerçantes, ils parlent de locomotive ensuite pour créer voilà, une émulation. Est-ce que c'est une solution à terme? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont demandeurs de leviers aussi législatifs, de leviers fiscaux, d'avoir en tout cas plus d'emprise sur ces sujets-là. Et donc, on essaye de faire le tour de nos villes et de les accompagner au mieux dans ces transformations en cours qui sont à la fois un petit peu effrayantes, mais qui peuvent être... On essaye aussi de les voir comme une opportunité de se réinventer avec eux. Merci. Oui, on voit donc la question commerciale dans la revitalisation des centres-villes, elle est absolument centrale et en plus sur tout le territoire national. Plus spécifiquement sur l'agglomération Briochine, Thomas Hubert, vous avez conduit une étude sur Saint-Brieuc, qui s'intitule Saint-Brieuc 2040 et dans laquelle vous proposez un bilan et un diagnostic aussi de la situation de l'agglomération Briochine. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots Oui, tout à fait. Donc, ça a déjà été présenté par d'autres, effectivement, au risque de me répéter un petit peu. Mais on a cartographié un petit peu l'évolution du commerce à Saint-Brieuc en faisant un travail donc, de rétrospective. Hein. Le commerce de périphérie, on l'associe beaucoup aux années 70, années 80. Et en fait, ce qu'on a voulu montrer avec ces cartographies d'analyse, hein, des photos d'archives, etc., c'est un travail assez fin qui n'avait pas été fait auparavant spécifiquement sur les périphéries à Saint-Brieuc, c'est qu'on a montré qu'à Saint-Brieuc comme ailleurs en France, finalement, l'expansion des zones périphériques commerciales, en fait, c'est plutôt un phénomène des années 2000-2010. Donc c'est assez récent, l'expansion très large. Voilà. Donc là, en rouge, à chaque fois, c'est les nouveaux bâtiments décennie par décennie. Hein. On voit évidemment la zone de Chaptal, de l'Escale, pardon, de Langueux qui est la plus grande. Hein. On comptabilise aujourd'hui près de 300 commerces, alors que dans le même temps, dans le centre-ville, on considère qu'il y a au dernier recensement 350 commerces à peu près dans le centre-ville de Saint-Brieuc. Donc 300 commerces à Langueux, 350 dans le centre-ville. On voit le poids considérable des périphéries. Voilà, donc ça progresse. Et donc dans les années 2000-2010, ce qui s'est passé, en fait, c'est beaucoup d'autorisations. Alors bon, le diapo bouge un petit peu, mais voilà. Donc, alors, le graphique est un peu dur à lire, mais je vais l'expliquer. En fait, ici, de haut en bas, c'est année après année le nombre de mètres carrés autorisés en commission départementale, donc d'autorisation commerciale en CDAC. Donc, plus la ligne bleue est grande, plus de mètres carrés ont été autorisés dans l'année. Et on voit en fait que les décennies où il y a eu le plus de mètres carrés de commerce autorisé, c'est les années 2000-2010. Donc finalement, c'est un phénomène pas si ancien, même si l'imaginaire de la zone périphérique commerciale, c'est les 30 Glorieuses, etc. Et depuis, on voit une baisse du nombre de mètres carrés de commerce autorisé, qui n'est pas tant le reflet d'une baisse des demandes, mais plutôt une baisse, une augmentation des refus. C'est-à-dire que les exigences en fait ont augmenté. Maintenant, en fait, on voit apparaître, parce qu'on a analyser les différents motifs de refus des commissions, on voit qu'effectivement, il y a une attente beaucoup plus engagée sur la préservation des sols, du foncier. Des fois, le refus, c'est prise en compte insuffisante des mobilités douces, par exemple. Donc, on voit en fait que ça s'améliore, en tout cas, et qu'il y a un vrai basculement là-dessus.
Et autre point aussi qui est intéressant à souligner dans l'évolution législative aussi, c'est que depuis 2008, en fait, le commerce n'est plus soumis uniquement aux droits du commerce, mais également aux droits de l'urbanisme. Donc, on pense à ces boîtes à chaussures qu'on a en périphérie, etc. Mais en fait, elles sont juste le reflet des règles d'urbanisme qui ont eu cours dans ces décennies antérieures. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu le retour rétrospectif là-dessus. Et juste pour aujourd'hui, où on en est aujourd'hui, à Saint-Brieuc et en Bretagne plus largement, évidemment, le modèle en fait, de ménage des familles a évolué. On est avec 40% de ménages d'une seule personne, alors que ces périphéries commerciales sont plutôt basées sur le modèle de la famille, du volume, des grandes courses, etc. Donc on voit que les centralités en fait, ont leur carte à jouer. Monsieur le maire en parlait, hein, les ménages seuls, des femmes notamment, etc., ou des hommes, peuvent peut-être trouver un logement en centre-ville, des commerces de proximité, plus à l'échelle de leur mode de vie. Et enfin, le dernier point sur aujourd'hui, pour le dire rapidement, c'est aussi les évolutions des modes de consommation des nouvelles générations. Donc il y a le numérique évidemment qui vient concurrencer tout ça. On a longtemps parlé de la concurrence entre les périphéries et le centre-ville. Et aujourd'hui, finalement, en fait, on voit que le numérique en fait, vient concurrencer les deux. La vacance commerciale, c'est un phénomène de centralité, mais aussi maintenant de périphérie. Donc ça pose la question de la recomposition aussi des friches commerciales de périphérie. Pour autant, la priorité, c'est bien entendu de revitaliser les centralités. Hein, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, puisque c'est là où il y a toutes les aménités, les qualités patrimoniales remarquables qu'on a pu voir ce matin. Donc voilà, il faut effectivement rénover les friches de périphérie, mais toute mesure gardée, c'est quand même les centralités la priorité. Merci beaucoup. Monsieur Nguyen, donc vous êtes élu en 2020 adjoint du maire en charge du commerce et de l'attractivité. Face à ce constat qu'on partage tous aujourd'hui, quelles sont les ambitions, la vision politique que vous avez déployée tout au cours de ce mandat-là et quelles ont été un peu les stratégies pour les faire advenir? Très bien, merci. Oui, je vais compléter d'abord sur le constat. Donc, il y a effectivement ce constat national, mais il y a des facteurs effectivement quelque part aggravants pour Saint-Brieuc dû à son passé extrêmement commercial. C'est-à-dire que effectivement, Saint-Brieuc a été une place pour le commerce de tout le département de première importance, ce qui a amené petit à petit à développer des superficies commerciales dans le centre, en rapport avec la zone de chalandise de l'époque. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que le commerce était tellement florissant que des propriétaires, et c'est normal, donc ils sont là pour faire du business, ça marche, ils préfèrent sacrifier des mètres carrés, notamment les accès aux étages des bâtiments et des immeubles du centre-ville pour développer des surfaces commerciales supplémentaires. Ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec effectivement des immeubles qui ont des loyers extrêmement élevés, puisqu'en réalité, quand on loue la cellule commerciale, il faut louer les étages, alors que ces étages sont inoccupés pour l'essentiel depuis très longtemps. Et évidemment, un habitat qui se dégrade dans le centre-ville. Or, si on a une carte à jouer, tout le monde l'a dit, c'est sur la proximité. Qui dit commerce de proximité, il nous faut des habitants et des résidents à proximité. Donc ce premier constat, c'est à la fois sur une armature commerciale totalement déstructurée dans le centre-ville, avec d'énormes surfaces commerciales qui probablement n'auront plus lieu d'être. Donc il s'agit de faire muter. Et effectivement, un manque de résidents dans le centre-ville. Donc, une vacance également résidentielle importante. Donc, face à ce double constat, donc ça a été rappelé par Madame Gallet. Donc notre municipalité, on a rapidement compris qu'on ne pouvait pas agir durablement sur le commerce sans agir sur le foncier, d'avoir une certaine maîtrise foncière. Alors, il ne s'agit pas de tout municipaliser. On a travaillé en partenariat public-privé depuis le début, mais donc l'outil
à la fois concession d'aménagement, et ma collègue Gaëlle Charrier va détailler ces outils, mais ces outils donc, de maîtrise foncière pour réhabiliter des logements, restaurer déjà les accès, les réhabiliter et donc remettre sur le marché des cellules commerciales propres et donc en conformité. C'est quelque chose qui nous a paru tout d'abord indispensable. Ça a été long à mettre en place. C'est des choses voilà, innovantes. Hein, donc on n'avait pas forcément sur le territoire de Saint-Brieuc de tels outils à disposition. Il a fallu inventer. Et puis, donc, le commerce, c'est aussi une question de flux. Et donc, on a aussi, comment dirais-je, conjointement à cette action structurelle, on a voulu avoir une action aussi sur les flux, donner une véritable raison de venir en centre-ville. Et donc, c'est toute la stratégie qu'on a mis en œuvre sur l'embellissement de la ville, donc avec voilà, donc on parlait du patrimoine architectural de la ville. Eh bien, c'est une trentaine de façades du centre-ville qui ont pu être, en tout cas, la ville a aidé à faire le ravalement de ces façades. C'est l'embellissement des terrasses, la végétalisation de l'espace public. Et donc, on en parlera peut-être plus tard sur l'aménagement des places publiques. Voilà en quelques mots un petit peu donc, cette stratégie qui a été donc, développée donc, lors de notre arrivée. Oui, il y a aussi tout un travail sur les ambiances en centre-ville que vous avez faites. J'ai projeté certains éléments que vous m'aviez transmis, mais oui. Donc sur une politique d'animation qui a aussi permis de ramener du flux, comme vous l'évoquiez tout de suite. Tout à fait, c'est quelque chose qui est essentiel. Et donc effectivement, comme ça a été rappelé, les modes de consommation évoluent. Et malheureusement, enfin voilà, donc la zone de Langueux, c'est assez typique de ça. Puisque cette zone de Langueux, ou les zones périphériques, hein, ont une seule fonction. La seule fonction, c'est de faire du commerce. Et on voit que depuis le Covid, voilà, donc, grâce à ce travail d'animation qui a été fait en ville, qui est un levier vraiment puissant, nous avons plus de visiteurs dans le centre-ville que sur Langueux. Et puis pour dire les choses, Langueux donc, est encore à 20% derrière ces flux avant Covid, alors que nous sommes revenus à 5%. Voilà. Donc on reprend. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas préoccupante. Ça veut dire que cette stratégie, donc un petit peu 360, ça peut fonctionner. Merci. Donc vous évoquiez aussi l'outil à 2 étages que vous avez mis en place pour travailler la question commerciale et des espaces publics en centre-ville. Gaëlle Charrier, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots en tant que directrice territoriale de la SEMBRES? Oui. Je veux bien que vous passiez mes diapos, du coup. Oui, j'arrive. Donc, voilà. Voilà, le pourquoi d'une concession et d'une foncière à Saint-Brieuc. Donc là, la diapo qui est affichée, c'est en fait le contexte qui était présenté dans le cadre de la consultation à la concession de la revitalisation du centre-ville de Saint-Brieuc à laquelle la SEMBRES a répondu. Donc, Nicolas Nguyen l'a redit à l'instant. Donc, ça part du taux de vacances, un taux de vacances de 26%, vacances commerciales importantes, une segmentation géographique des activités commerciales, des loyers inadaptés, des locaux commerciaux non adaptés et une perte d'habitants en centre-ville. Donc, c'est vrai que suite à ce constat, la ville a donc, ça a effectivement mis du temps, la réflexion et le fait d'aboutir à la mise en place de 2 outils qui fonctionnent ensemble, la concession et la foncière. Et c'est un montage qui est un peu innovant, un peu complexe, parce qu'on a plutôt l'habitude de concession, même si la concession multisite existe, mais on a plutôt en tête des concessions sur un site contigu. Et là, on est vraiment sur la mise en place d'une concession multisite, où l'intervention, elle est donc dans le périmètre centre-ville de Saint-Brieuc. Donc là, on voit le périmètre de la concession, avec qui entoure toute la cathédrale. On la voit ici, hein,
la cathédrale, pardon, la place de la Résistance. Donc on est vraiment dans tout ce périmètre et des rues, les rues prioritaires, dont la rue Saint-Guillaume, qui est la rue piétonne qui traverse le centre-ville. Donc ça, c'est le périmètre d'intervention. Et au sein de ce périmètre d'intervention, l'objet de la concession, c'était d'intervenir sur une quinzaine d'îlots, donc environ 3000 mètres carrés de surface de logement et 2000 mètres carrés de surface de commerce. C'est ça l'objet de la concession. Donc ça concerne une quinzaine d'immeubles. Donc là, j'ai mis quelques photos pour que vous rendiez compte mais sans doute que vous avez remarqué ces façades en vous promenant ce matin. Donc j'ai mis quelques photos des immeubles qui sont concernés. Donc à chaque fois, on a des commerces en rez-de-chaussée et des étages avec plus ou moins du logement, comme le disait Nicolas Nguyen tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a parfois des secteurs, des îlots. Bah là, typiquement, les photos, j'ai même pas fait exprès de les mettre, mais elles sont tout à fait concernées. C'est-à-dire, par exemple, du pareil au même, là, l'immeuble qu'on vient d'ailleurs juste d'acquérir, du pareil au même, bah, typiquement, on avait un commerce en rez-de-chaussée et pour accéder aux étages, il faut rentrer dans le commerce, en fait. Donc, et les étages, ils servaient de zone de stockage, en fait, au commerce, et dans un état pas possible. D'ailleurs, il y avait des belles fuites d'eau dans le commerce même. Donc, on voit bien que tous ces étages, ils sont pas exploités à leur juste valeur. De la même manière, le bar Le Saxo, l'étage, c'est pareil. Il pourrait servir pour des logements et en fait, aujourd'hui, il est utilisé par Le Saxo. Je ne sais pas trop ce qu'ils en font. C'est une zone de stockage, pareil. Voilà. Donc, quinzaine d'immeubles. À chaque fois, la thématique, c'est commerce en rez-de-chaussée, logement aux étages. Et donc, l'objet de la concession, c'est bien de venir acquérir, de faire des travaux, de commercialiser et de partir. Voilà, c'est vraiment le sujet. Donc, une concession, c'est un temps long, c'est un contrat qui dure une dizaine d'années. Là, on est sur un montant de contrat de 17 millions d'euros. Donc, concession, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est le maître d'ouvrage, Sembrez, associé à Urbanis Aménagement, parce qu'on s'est associé à Urbanis Aménagement, qui est une SAS spécialisée dans le traitement de l'habitat dégradé. Donc, Sembrez, plus Urbanis Aménagement, on a créé une SAS qu'on a appelée Urbabrez pour pouvoir intervenir de façon plus simple, plutôt que nos deux organisations conjointes. Là, ça fait que c'est bien la SAS Urbabrez qui va acquérir, qui va restructurer et qui va vendre. Donc, bilan, on est sur un montant de 17 millions d'euros sur 10 ans. Et pour pouvoir mener ce projet à bien, c'est bien le principe des concessions. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité que la collectivité intervienne d'un point de vue participation financière, au-delà de la gouvernance dont je vais parler aussi tout à l'heure. Mais c'est-à-dire qu'on est sur des projets qui, de fait, ne sont pas équilibrés. On l'a déjà parlé, ça a déjà été évoqué au moment de la première table ronde. C'est vrai qu'on est sur des projets, dès qu'on restructure, on est sur des montants qui sont quand même assez conséquents en coûts de travaux. Et donc les sorties, les recettes espérées ne permettent pas d'obtenir une marge suffisante, une marge tout court, de manière à équilibrer l'opération. Donc l'intervention de la puissance publique est nécessaire. Donc là, sur cette diapo, j'ai voulu mettre en évidence le fonctionnement entre concession et foncière, puisque dans le même temps, une fois qu'on a réhabilité les logements, qu'on a réhabilité les commerces, il faut les vendre. Et tout à l'heure, la première diapo, vous avez vu, il y a un contexte sur Saint-Brieuc qui fait que les loyers sont inadaptés. Donc, ils sont trop chers. Donc, la ville s'est beaucoup interrogée sur comment faire.
Et ce qui a été acté et mis en place, c'est donc la création d'une foncière commerce. Donc l'objet de la foncière, c'est d'acquérir de deux manières des fonciers commerce à la concession, et elle acquiert aussi des fonciers commerce de son propre chef. Donc c'est un peu le schéma que j'ai mis là sur la gauche. Donc pour parler de la foncière, c'est la partie droite. Donc quand il y a des immeubles qui sont en bon état, qui sont en capacité d'accueillir des commerces, la foncière acquiert directement et remet ça sur le marché. Donc elle remet ça à la location. Et quand les immeubles sont dégradés et nécessitent une intervention lourde, c'est la concession qui acquiert, qui restructure les logements, qui restructure les commerces et qui vend les commerces de façon prioritaire à la foncière sur les rues principales du centre-ville. Et de manière à maîtriser le coût des loyers, il nous est imposé donc contractuellement à la concession de revendre à la foncière pour un prix moyen de 1 500 € hors taxe du mètre carré. Donc vous voyez bien que ce prix-là, c'est à peine les coûts c'est à peine les coûts de travaux. Donc c'est bien pour ça que la puissance publique, elle intervient financièrement, puisque sinon, nous, on est incapable de proposer des prix de sortie de ce niveau-là. Donc on revend à 1 500 € du mètre carré les surfaces commerciales à la foncière. Et donc, ce qui nous permet cette revente, c'est la participation de la collectivité. Donc, sur un projet à 17 millions d'euros, la collectivité participe à hauteur de 5,5 millions sur 10 ans. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, donc la concession aussi, on est dans un mode de gouvernance partagée, donc avec la collectivité qui est bien sûr qui est très présente, qui regarde et qui participe à ce qu'on fait, hein, donc un mode de gouvernance rapproché avec les services de la mairie. Et donc la concession permet aussi d'avoir des moyens d'action, des moyens d'agir. On peut mettre des outils en place que ne permettent pas forcément d'autres types de contrats. Donc là, la concession a été signée en 2023, fin 2023. Oui, fin 2023. On est parti sur 10 ans. Et donc la première étape, c'est d'acquérir. Donc comment est-ce qu'on acquiert ? On acquiert de 3 manières différentes. On acquiert de façon amiable. On peut acquérir aussi en préemption, puisque dans le cadre de la concession, on a une délégation du droit de préemption de l'agglo à la ville et de la ville. On a une convention tripartite de la ville à nous. Et le troisième moyen d'acquérir, c'est l'expropriation. C'est ce que permet aussi la concession. Donc, on est en train de mettre en place en ce moment des outils, une DUP travaux nous permettant d'aller jusqu'à l'expropriation pour mener à bien ce projet, puisque effectivement, pour pouvoir faire des travaux, on ne peut pas faire des travaux chez autrui. Il faut d'abord être propriétaire. Voilà. Merci. Peut-être maintenant qu'on a fait ce premier petit tour de piste et qu'on a bien en tête la situation à Saint-Brieuc, peut-être qu'on peut un peu dézoomer aussi de ce cas particulier et voir quels peuvent être les leviers et les outils plus globalement pour travailler la revitalisation des centres-villes et à travers les leviers du commerce et des espaces publics. Et du coup, je me retourne vers vous, Gaëlle Charrier, sur la manière dont la SEMBRES aussi peut se positionner comme partenaire des collectivités et les aider à mener à bien leurs ambitions et leurs objectifs politiques. C'est vrai, je vais bon, bah là, ouais. Pour ça présente qui on est, quoi. Donc, Société d'économie mixte régionale, l'intérêt public, ça fait partie de notre ADN. Et en fait, je veux quand même réinsister vraiment sur l'outil concessif que j'ai commencé à évoquer par rapport à l'appel à projet, dont il avait beaucoup été question dans la première table ronde. L'appel à projet, c'est vrai que c'est un mode d'action des collectivités qui est entre guillemets assez simple, hein, puisqu'elle dispose d'un foncier. Appel à projet, les promoteurs répondent, les opérateurs répondent. Hein, nous aussi, on répond parfois sur des appels à projet. Et la collectivité choisit l'opérateur. Et
quelque part, une fois qu'elle a choisi l'opérateur, elle n'est plus présente, la collectivité. Même s'il y a eu un cahier des charges qui était très clair sur ce qu'elle souhaitait, une fois qu'on a vendu le foncier, finalement, l'opérateur, il pourrait faire un petit peu plus ce qu'il veut. L'outil concessif, ça permet vraiment une vraie gouvernance du projet. Ça permet d'intervenir sur des projets plus complexes aussi, puisque parfois l'appel à projet est complètement adapté à des travaux sur des îlots. Mais l'outil concessif, ça permet une gouvernance, ça permet l'intervention de la puissance publique, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, refaire la ville sur la ville, ça coûte très cher. Et en tant qu'opérateur, c'est souvent compliqué d'arriver à des équilibres économiques. C'est compliqué de réussir à trouver la marge suffisante sur une opération. C'est parfois compliqué de vendre de l'immobilier à un prix que les actifs pourraient acheter. C'est vrai qu'on est sur un territoire, les Côtes d'Armor, mais la Bretagne en général, où on a un littoral avec des prix de vente qui sont assez intéressants. Donc, c'est assez facile en tant que promoteur de se positionner sur des réalisations en littoral. Mais alors, dès qu'on va vers le centre-Bretagne, là, les modèles économiques sont beaucoup plus compliqués. On le subit actuellement, par exemple, avec la SCOBAT, avec laquelle on est partenaire sur un projet sur l'Oudéac. On a du mal à avoir des acquéreurs qui souhaitent acheter notre bien à un prix qui, si on était en zone littorale, là, ça partirait en 2 temps, 3 mouvements. Donc, la puissance publique, souvent, elle est nécessaire. Son intervention est nécessaire pour pouvoir équilibrer et même faire des projets, tout simplement, dans des zones où c'est compliqué, quoi. Voilà ce que je veux dire. Et vous me parliez aussi d'une forme d'agilité que vous aviez en tant que société d'économie mixte qui permettait de mettre autour de la table des acteurs facilement, en fait, aussi. Oui, c'est effectivement en tant que SEM, mais je pense que les promoteurs peuvent être... je me desserre en disant ça, mais les promoteurs peuvent aussi faire la même chose. Mais en tout cas, nous, on a... effectivement, on travaille souvent en coopération avec d'autres structures, des promoteurs comme Legendre, comme Scobat, comme Urbanis Aménagement, puisqu'on n'est pas capable de tout faire tout seul, on n'est pas capable de tout financer tout seul. Donc souvent partir en copromotion, c'est quelque chose qu'on aime faire, qu'on sait faire. Ça permet aussi un partage des savoirs. Et le fait qu'on soit une SEM, je pense que pour les collectivités, ça a un côté un peu rassurant, puisque l'intérêt public, c'est notre ADN. Voilà. Merci. Diane Gallet, vous nous avez parlé du programme Action Cœur de Ville. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu aussi la boîte à outils que vous pouvez déployer pour aussi accompagner les collectivités dans leurs projets de revitalisation ? Alors effectivement, on a une boîte à outils. D'ailleurs, j'en profite pour faire la promotion d'un guide qu'on sort qui répertorie l'offre de services. Donc, alors, au niveau de l'ANCT, on a un fonds de restructuration des locaux d'activité qui sont des subventions en fait pour rénover les locaux dans les cœurs de ville. Mais après, au-delà de ça, on a l'offre. Je parlais de la Banque des Territoires qui investit dans les foncières. On a d'autres offres aussi, des CCI. Voilà, on sort donc le 27 mars prochain au Hub des Territoires de la Banque des Territoires. Ce guide, et la Banque des Territoires d'ailleurs sort aussi un guide qu'on a souhaité complémentaire d'offres de services pour les villes du réseau Action Cœur de Ville. C'est tous les outils qu'on peut mobiliser pour le commerce en cœur de ville, sachant que nous, on s'est basé sur des exemples de fiches projets. Donc, on a 20 exemples de ce que les maires ont pu mettre en place avec l'aide de l'État et des partenaires. Ça va donc justement de foncières, ça peut être tout un tas on a aussi des commerces partagés, des ressourceries, voilà. Et comment ils l'ont fait, c'est un guide assez technique, quel plan de financement, quelque chose d'assez pédagogique, et puis pour que justement les chefs de projet du programme Action Cœur de Ville puissent s'en emparer facilement. Donc effectivement, on a cette boîte à outils, mais pour aller au-delà de ça, je le disais un petit peu aussi tout à l'heure en propos introductif,
Donc nous, on est à l'écoute des maires du réseau. Et ce qu'ils nous demandent aujourd'hui, c'est pas tant des subventions, ou, voilà. Enfin, s'il en faut toujours, mais c'est aussi des... Si, non, mais j'entends. Mais c'est aussi de revoir aussi nos lois, les leviers législatifs. Donc nous, on a la Direction générale des entreprises de Bercy qui est au comité de pilotage d'Action Cœur de Ville. On essaye de travailler avec eux pour voir Alors, on a une demande des villes, des maires Action Cœur de Ville. Alors, monsieur le maire disait ce matin qu'il avait tous les garde-fous pour éviter les extensions de commerces de périphérie et de grandes zones commerciales. On a des cas de villes Action Cœur de Ville qui ne sont pas forcément présidents des EPCI, où il n'y a pas forcément une cohésion politique. Donc, on a des maires qui se prennent encore des Primark, bon, voilà, je vais arrêter de les citer. Il y en a un autre qui me vient, parce que, voilà, et donc qui se prennent encore des extensions, parce qu'il y a des failles aujourd'hui dans les seuils, dans les lois. Donc, certains savent s'engouffrer dedans pour continuer, en fait, à étendre. Et il y a un autre problème aussi qui est, en fait, quels sont ces commerces? Parce qu'effectivement, même si on arrive à contraindre et à restreindre, votre schéma était très intéressant sur, effectivement, dans les années 2010, les permis qui ont été distribués, etc. Et là, effectivement, ça se restreint. Pour autant, on a des nouvelles offres dans certains commerces qui font concurrence par leur offre. Bon, je pense à Grand Frais, parce qu'on nous l'a cité en fait hier. On travaille avec l'Institut de la Ville et du Commerce et d'autres experts, voilà, qui vont, parce qu'ils proposent, eux, faire violemment concurrence en fait au commerce de cœur de ville. Et même si ça s'étend pas à l'infini, etc., il y a des commerces qui font plus de mal que d'autres en périphérie, sachant qu'aujourd'hui, je crois que c'est 70% des courses des Français restent quand même dans ces zones périphériques. Donc, même le e-commerce à côté, c'est rien du tout. Voilà, donc nous, on va vraiment la travailler sur ces propositions. Il y a Ville-de-France a rédigé une tribune, je crois que c'était la semaine dernière, avec des attentes d'être d'autant plus outillés pour justement avoir les moyens de faire face, et aussi les maires se positionnent sur ce choix de commerce aussi qui pourrait s'installer dans les cœurs de ville. Effectivement, on a moins de vêtements, on a plus de restauration rapide, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour tous les maires. Encore une fois, on a 245 villes, je veux dire, elles sont loin d'être toutes confrontées aux mêmes problématiques. Mais néanmoins, c'est vrai que ces enseignes qui se démultiplient partout, et notamment de restauration rapide, ça nous a été remonté comme un problème. Alors, soit ça peut être une bonne nouvelle, et auquel cas les maires aussi font des aménagements dans leurs espaces collectifs. Ça va être manger dehors, effectivement faire beaucoup de reprendre l'espace public pour faire des fêtes, de l'événementiel, etc. Donc là, ça s'y prête. Mais parfois, voilà, c'est trop. Et les maires de notre réseau, en tout cas, nous demandent, je ne sais pas si c'est le cas à Saint-Brieuc, et vous pourrez peut-être nous le dire, mais d'avoir un droit de regard et des outils vraiment pour délivrer ou non les autorisations d'installation, et pouvoir choisir quel commerce s'installe dans leur cœur de ville. Vous voulez réagir, monsieur Nguyen, peut-être Puisqu'on me tend le micro, oui. Effectivement, c'est vrai que par rapport donc aux périphéries, il y a quand même l'idée, et ça fait aussi partie de notre stratégie, d'avoir une offre qui est différenciante. Voilà, donc qui fait vraiment, voilà, comment dirais-je, quand il faut qu'on ait nos clients, nos visiteurs, ils aient une vraie raison de venir à Saint-Brieuc, mais surtout, il faudrait pas qu'ils trouvent la même chose dans les zones périphériques. Ça serait très dangereux. Donc effectivement, a été développée toute une politique d'accompagnement. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt sur le volet incitatif pour aller vers des typologies de commerce différenciantes, par le biais d'aide à l'implantation commerciale, par le travail aussi presque au quotidien du manager de centre-ville qui va prospecter certains types de commerces et qui vient les mettre en relation avec des agents immobiliers ou la foncière ou la concession. Maintenant, effectivement, donc pourquoi pas aller au cran au-dessus et ne pas être simplement dans l'incitation, mais peut-être de pouvoir dire tel métier, voilà, par exemple
un barbershop, voilà, ou un restaurant kebab, eh bien voilà, donc on a atteint les limites de ce que un briochin peut ingurgiter en termes de kebab. Donc stop, ou de tacos, voilà exactement. Donc oui, effectivement, mais pour l'instant, on est plutôt sur le côté incitatif, voilà, que de légiférer. Merci. C'est une thématique qui est revenue un peu tout le long de la journée, mais penser le commerce, c'est aussi penser les espaces publics, penser d'autres thématiques, penser le centre-ville en fait dans sa globalité. Et Thomas Hubert, c'est quelque chose que vous avez aussi traité dans le cadre de l'étude Saint-Brieuc 2040, avec un grand volet aussi sur les mobilités. Quel lien vous pouvez établir entre finalement une politique incitative vers plus de commerce et plus de vitalité en centre-ville et une politique de mobilité? Oui. Effectivement, pour compléter le portrait de la ville, on a beaucoup parlé du bâti, vous l'avez bien présenté, la concession d'aménagement, le plan de merchandising, etc. pour agir sur le bâti. Et évidemment, le pendant de cela, c'est l'espace public, hein, comme on l'a vu ce matin, vous en avez parlé, Monsieur Nguyen notamment, l'événementiel, la convivialité dans l'espace public, c'est la carte à jouer différenciante du centre-ville par rapport aux périphéries. Effectivement, il ne faudrait pas que nos périphéries commencent à aller là-dessus, ce qui est pourtant le cas. Il y a des opérateurs qui, de centres commerciaux de périphérie, alors ce n'est pas le cas à Saint-Brieuc particulièrement, mais qui vont recréer les ambiances de centre-ville en périphérie. Donc ça, c'est un modèle un peu dangereux. Pour notre centre-ville. Juste, je voulais réagir parce que vous en parliez. Effectivement, la consommation des ménages se fait essentiellement en périphérie. On a un chiffre qui est intéressant sur la ville de Saint-Brieuc. Donc, c'est une étude réalisée par la CCI. 76% du budget de consommation des ménages se fait en périphérie à Saint-Brieuc. Donc, oui, c'est effectivement ça. On consomme surtout en périphérie. Pour autant, on ne vient pas en centre-ville pour la même raison. Monsieur le maire en parlait également précédemment. C'est une histoire de style de vie, d'offre de commerce. Hein, le plan de merchandising, c'est un vrai atout pour cela. On voit déjà que dans l'offre de commerce actuelle, donc ici c'est en pourcentage, c'est le nombre d'enseignes en fait par typologie. Donc c'est pas les surfaces un mètre carré de vente, hein, c'est le nombre d'enseignes. On voit en fait que le centre-ville déjà aujourd'hui en fait a beaucoup de cafés-restaurants, quasiment un quart de l'offre du centre-ville, c'est cette catégorie. Et l'autre catégorie qui est assez conséquente, c'est services et santé, hygiène, en tout cas bien-être. On voit qu'on vient en centre-ville, en tout cas c'est la tendance pour le plaisir, pour flâner, pour se retrouver. Et donc la convivialité, les interactions avec ses proches, il faut de la place pour cela. Et donc je fais une transition peut-être un peu tirée par les cheveux, mais donc quel élément prend de la place dans l'espace public et qui empêche de se retrouver? C'est notamment la voiture. Donc, comment atténuer la présence de la voiture en centre-ville? Effectivement, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites à Saint-Brieuc. Nous, l'étude urbaine Saint-Brieuc 2040 que vous avez indiqué, qu'on a réalisé, en fait, s'inscrit dans la lignée de tout ce qui est déjà engagé à la ville et qui va dans le bon sens. Il y a déjà un remarquable travail qui a été fait par l'atelier Chervé-Chastel, donc Iris Chervé, sur le plan guide des espaces publics. Il y a la stratégie des places qui est en cours de réalisation, on l'a vu ce matin. Donc tout ça, ça converge vers davantage de convivialité dans l'espace public. Et nous, en fait, pour apporter un élément complémentaire à la réflexion qui est prospectif, qui n'a pas forcément vocation à être réalisé dès maintenant, mais on s'est inspiré en fait d'autres exemples en France qui vont dans cette direction. C'est la mise en place de ce qu'on appelle des zones à trafic limité. Donc, je vais introduire ce concept que l'on a essayé ici dans l'étude d'appliquer à Saint-Brieuc pour donner à voir ce que ça pourrait donner. C'est donc l'idée de s'inscrire dans le plan de déplacement automobile actuellement en cours à la ville de Saint-Brieuc, qui s'appuie sur différents éléments. Donc Saint-Brieuc, en fait, et donc ici c'est la RN12 qu'on emprunte, les voies ferrées, la gare, voilà, je place le contexte. Et donc on a en fait le petit contournement du centre-ville, la rocade urbaine. La rocade urbaine qui est ici, qui est un peu coupée. Et après, il y a le grand contournement sud, mais qui est incomplet dans sa partie ouest. Enfin, en tout cas, il y a des périmètres de contournement.
L'autre élément qu'on a voulu montrer dans l'étude, qui est d'ailleurs, j'ai remarqué sur la passerelle aérienne au-dessus de la gare, très justement mis en avant sur un panneau de la ville de Saint-Brieuc, c'est le nombre de places de parking considérables en fait, qui existent déjà à Saint-Brieuc et qui en fait, garantissent un accès très confortable en 5 minutes à pied depuis tous les parkings en ouvrage qui sont placés en périphérie du centre-ville. Donc l'accessibilité automobile du centre-ville n'est pas un sujet à Saint-Brieuc, on est plusieurs à le répéter à chaque fois. Donc 350 commerces en centre-ville de Saint-Brieuc. Si on considère un calcul un peu rapide, 350 commerces, si chaque commerce a 5 places de parking attribuées, ça fait 1750 places. Or, à Saint-Brieuc, on a 4915 places de parking à proximité du centre-ville. Donc il y a beaucoup de places de stationnement en ouvrage, effectivement. Voilà. Il y a un autre ratio, 101 places pour 1000 habitants. Enfin, voilà, c'est une des villes les mieux dotées de Bretagne pour sa catégorie. Voilà. Donc tout ça pour dire. Donc ensuite, pour revenir à la zone à trafic limité, donc l'idée c'est d'atténuer, de limiter l'accès à certains usagers au centre-ville. C'est ce qui a été mis en place notamment à Rennes pour ceux qui sont allés, ou à Nantes le long du cours des 50 otages. Donc en fait, c'est des zones qui, avec un macaron sur la voiture, en fait, impose une règle. Et l'avantage que nous, on y voyait, de suggérer cette idée, c'était que ça n'a pas nécessité on n'a pas besoin de transformer tous les espaces publics, d'investir de coûteux travaux d'aménagement, etc. C'est simplement une règle en fait, qu'on vient ajouter à l'espace public, qui, pour être mise en place, évidemment, il faut quand même préciser, c'est quand même important de concerter, pour Rennes notamment, ils ont mis 1 an de co-construction pour le mettre en place. Ça ne s'est pas mis en place du jour au lendemain, avec des phases d'expérimentation, etc. Donc voilà, c'était une idée en fait, en tout cas pour contribuer à atténuer le nombre de voitures en centre-ville, parce que ce que l'on a constaté dans les chiffres qu'on a pu analyser, c'est que 40% des voitures en fait, qui circulent dans le centre-ville de Saint-Brieuc, c'est du transit, ou pour le dire autrement, c'est des gens qui cherchent une place. Donc 40% des voitures qui circulent dans le centre-ville en fait, s'engouffrent dans le centre-ville, ne trouvent pas leur place de stationnement et ressortent. Donc pour atténuer ces 40%, en fait, l'idée c'était de imposer une règle complémentaire. Voilà. Donc ça, je présente un peu rapidement, mais l'hypothèse qu'on a émise dans notre étude Saint-Brieuc 2040. Voilà. Merci. Peut-être pour le mot de la fin, Nicolas Nguyen, vous m'aviez aussi évoqué la question et l'importance pour vous de penser le commerce de manière systémique. Est-ce que vous voulez aussi nous en dire quelques mots ? Tout à fait, c'est vrai que c'est tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit. Donc, le commerce, c'est pas une fonction isolée. Donc, on voit bien en fait que pour retravailler, revitaliser le centre-ville, il faut donc aligner plusieurs politiques publiques. On vient de parler de mobilité, de stationnement. Il faut une identité au cœur de ville. Il faut avoir une vraie raison de venir dans le centre. Donc, il faut une identité. Il nous faut des services publics. Et il nous faut des espaces dans lesquels, Thomas Hubert l'a indiqué, donc c'est le premier motif de visite du centre-ville aujourd'hui, c'est cette convivialité, c'est la recherche de lieux de rencontre. Donc on a besoin de travailler ce cadre de vie et l'habitat. Et donc pour illustrer peut-être cette façon un petit peu d'amener du commerce en prenant aussi l'ensemble des politiques qui concourent, effectivement, l'aménagement de la place de la Résistance, que vous avez pu, enfin en tout cas vous avez vu le chantier, ce matin, illustre assez bien ce fait. Il ne s'agit pas simplement de dire on va exclure la voiture du centre. Il s'agit de construire la ville autour d'autres fonctions, d'autres usages. Et donc, ces usages, c'est tout d'abord une identité autour de la culture, puisque la place de la Résistance est bordée par, d'un côté, le Théâtre national de la Passerelle, à proximité du musée d'art et d'histoire. Elle accueille chaque année le festival Art Rock, donc il y a une identité culturelle, événementielle, également que nous souhaitons impulser pour cet aménagement.
Il y a également autour de la place de la Résistance une friche, donc celle du Monoprix, qui va être qui va sortir avec du logement, qui ramènera cette fonction aussi habitat au cœur de la place. Et puis donc effectivement, en lien avec le plan de marchandisage, donc tout un écosystème autour des métiers de bouche, voilà, des commerces de bouche sur le pourtour de la place. Donc cet aménagement, il a été pensé aussi pour avoir un côté attractif en termes de paysage. C'est quelque chose qui est important dans Saint-Brieuc. Donc ce paysage, c'est bien sûr le patrimoine donc, du petit théâtre de la passerelle. Donc on a aussi l'hôtel des Postes. Et puis c'est aussi un paysage naturel qu'il s'agit de renforcer en amenant plus de végétaux sur la place. Donc tout ceci, voilà, donc évidemment, on a essayé de balayer un petit peu, d'avoir cette approche globale. Maintenant, on est parfaitement conscient que le succès d'un aménagement il réside uniquement dans l'appropriation qui sera faite par les Briochins et la population. Donc pour ça, on compte évidemment sur notre atout d'attractivité qui est le marché. Voilà, qui est la place de la Résistance est quand même associée dans la tête des gens. Alors avant, elle était associée à un parking, c'est vrai, mais donc désormais, on espère qu'elle soit associée toujours au marché et avec d'autres fonctions. Et peut-être pour conclure véritablement, si on a travaillé effectivement sur une revitalisation du centre-ville avec ses différentes fonctions, il n'empêche que effectivement les périphéries restent toujours effectivement une concurrence. On a parlé des boîtes à chaussures, mais en fait aujourd'hui, depuis plusieurs années, le développement de commerce de périphérie se fait plutôt sur des ronds-points, en fait sur les trajets entre le domicile et le travail. Donc vous voyez, on n'a pas encore totalement quitté dans les périphéries le monde du tout bagnole, hein. Donc puisque c'est là que s'implantent pardon ? J'ai un chiffre là-dessus. Ah oui, vas-y. Juste pour compléter, pardon. En 10 ans, 60% des commerces de moins de 300 mètres carrés sont réalisés hors périphérie et hors centre-ville. Voilà, donc les commerces de flux, exactement, sur les ronds-points. Donc effectivement, on a besoin d'encadrer le développement de l'implantation commerciale dans ces sites périphériques. C'est pas ça qui va ramener du flux. Mais par contre, ça va nous protéger, ça va protéger toutes les dynamiques de revitalisation qu'on essaye d'impulser sur les centralités. Et donc aujourd'hui, après des années d'efforts, de travail politique quand même, puisque ces questions-là ne se règlent pas à l'échelle de la commune, c'est plutôt à l'échelle de l'intercommunalité, voire carrément du pays de Saint-Brieuc. Voilà, donc on est heureux d'avoir un document comme le SCOT qui va protéger donc le développement des initiatives qui sont portées sur nos centralités. Et je veux remercier mes collègues aussi qui ont travaillé auprès des élus du pays de Saint-Brieuc pour qu'on arrive à avoir cet accord politique. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va prendre quelques questions. Il reste une quinzaine de minutes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un micro qui va circuler dans les rangs. Bonjour, Charles Maguin de l'association du centre-ville Cœur Briochin. Vous avez beaucoup parlé dans la première partie d'un des problèmes pour le commerce en centre-ville qui est le niveau des loyers. Le niveau des loyers qui est excessif et qui, comme l'a rappelé M. Nguyen, vient d'une histoire. Une histoire où il y avait tout le département qui venait à Saint-Brieuc, où il était du coup rentable d'investir dans ces locaux commerciaux, puis de les louer à prix très élevé. Voilà. Question que je me pose, parce que je n'ai pas entendu la réponse, mais dans cet élément de diagnostic, comment on explique que les loyers soient encore si élevés si la fréquentation des commerces est en baisse, si le flux est peut-être moins fort qu'autrefois, s'il y a beaucoup de concurrence de locaux vides, on pourrait se demander mais pourquoi y a-t-il encore des loyers aussi élevés? Donc c'est vraiment un mystère qu'on a du mal nous à expliquer aussi entre habitants avec nos adhérents, de comprendre
Voilà. Alors visiblement, il y a un problème. La libre main du marché ne fonctionne pas pour baisser les loyers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous savez de pourquoi ces loyers sont encore élevés et qu'est-ce qui pourrait faire qu'ils baissent? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi un élément qui pourrait donner de l'air au commerce de centre-ville, c'est d'avoir un rééquilibrage de ce côté-là. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qui est surprenant. Sauf que en réalité, donc quand il y a une régulation du marché, c'est par la force de la concurrence. Lorsque le nombre, voilà, donc entre guillemets, de propriétaires est trop peu important, c'est plus les mêmes règles qui s'appliquent, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, la seule façon qu'on a, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce dispositif, notamment de concession foncière, la seule façon qu'on a, et qui fait coup double, puisque ça permet aussi de restaurer les accès aux étages, de réhabiliter du logement et les cellules commerciales, et en sortie, Gaël Charrier, il a très bien expliqué la mécanique pour baisser le prix de sortie de la revente finalement du commerce en foncière. C'est cette mécanique-là, avec l'effort porté par la communauté, la collectivité, qui permet donc effectivement de garantir qu'en sortie, on va avoir des cellules sur le marché qui seront à un loyer adapté. Voilà, donc il y a des freins effectivement qui existent donc à une régulation du marché. Quand on détient voilà, donc une part importante du marché, baisser sur une cellule, ça fait baisser le prix du marché en entier. Donc voilà, donc c'est un travail, mais petit à petit, les choses se font. Effectivement, et ce dispositif qui a été mis en place, qui va donc avec la DUP, voilà, donc jusqu'à la préemption ou voire l'expropriation, il y a besoin, à un moment donné, que la collectivité un petit peu tape du poing sur la table et dise ben voilà, donc maintenant ça suffit. Ces immeubles qui sont, excusez-moi, mais insalubres, où des commerçants travaillent donc avec des seaux d'eau derrière la surface commerciale, c'est plus possible. Donc voilà, donc tout ce dispositif, il y a un côté aussi, à un moment donné, stop. Voilà, pour vous dire en quelques mots. Est-ce que l'un d'entre vous réagir? Peut-être Diane, est-ce que c'est quelque chose une problématique qu'on vous remonte aussi au niveau du réseau Action Cœur de Ville plus largement, cette question du prix des loyers qui reste artificiellement assez élevé? Alors c'est pas que à Saint-Brieuc. Malheureusement, on a le réexpliquer aussi bien que Monsieur Nguyen, je pourrais pas, mais effectivement, on a ce type de plainte de hausse des loyers, et qui est d'autant plus problématique parce qu'avec la vacance commerciale qui touche aussi de plein fouet les hypermarchés des périphéries, là, et c'est un phénomène assez récent, donc ils sont aussi impactés. Donc ils ont, eux, la possibilité d'aller redémarcher des commerçants de cœur de ville pour leur proposer des loyers beaucoup plus attractifs. Et donc ça, on nous l'a fait remonter parce que, effectivement, si les loyers sont plus attractifs et avec 6 premiers mois de loyer gratuit, voilà, on a eu ce type de remontée. Donc là aussi, c'est un problème pour la vacance commerciale en cœur de ville. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Pour enchaîner sur la deuxième partie, vous avez parlé beaucoup aussi des mobilités. Je voulais vous faire part d'une réflexion qu'on a eue avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de Rennes dans un cadre plus professionnel sur les questions de mobilité à vélo, parce que c'est une de mes casquettes. J'ai un bureau d'études spécialisé dans ces questions de politique cyclable. On a vraiment ressenti, un peu comme le disait M. Nguyen, l'importance aussi de bien voir qu'on n'a pas la même expérience dans un centre-ville et dans une périphérie. Et souvent, on entend parler, et à Saint-Brieuc, on l'entend, malgré les chiffres énormes de stationnement, que c'est un problème de stationnement, le centre-ville. Je me demande dans quelle mesure il ne faut pas commencer à se poser la question inverse. C'est parce qu'on a beaucoup de stationnement et qu'on se déplace exclusivement par la voiture qu'on finit à la zone commerciale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous mettez devant le volant de votre voiture, ce sera toujours plus simple et gratuit de se stationner
dans la zone commerciale qu'au pied de la cathédrale, qui, elle, a en revanche des atouts extraordinaires de patrimoine. Donc à partir du moment où, sur le plan de la mobilité, on rend trop facile la circulation en voiture, on a toutes les chances de finir dans des lieux tout neufs, récemment faits dans les années 2010, où se garer et circuler est facile, gratuit et illimité. La guerre du parking ne sera jamais gagnée par les centres-villes. Et donc, c'est pour ça que j'aimais beaucoup les explications de M. Nguyen sur la question de l'expérience du centre-ville et qu'on retrouve dans ce que M. Hubert montrait des commerces. C'est qu'en centre-ville, on peut avoir quelque chose qui est vraiment prenant dans les tripes, dans l'émotion positive. Mais pour ça, il va vraiment falloir aussi, je pense, aller encore plus loin sur la question de la place de la voiture. Par exemple, à Saint-Brieuc, il y a une coupure très nette entre les deux principales places qui sont travaillées en ce moment, parce que la rue de Rohan, c'est un axe qui est un axe de transit, donc un raccourci pour les voitures qui vont du plateau vers le Légué. Et donc, on a une coupure entre ces deux côtés qui font qu'un parent ne va pas lâcher la main de son enfant et se détendre pour flâner et lécher les vitrines. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est dans quelle mesure la voiture est une des problématiques qui sont un frein pour l'amélioration du centre-ville d'un point de vue commercial. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cette remarque? Allez-y. Oui, je veux bien répondre. Effectivement, pour nous, ce qui compte, ce qui prime, c'est d'arriver à faire en sorte que attractivité résidentielle, attractivité économique, attractivité touristique marchent ensemble. Et quand je dis marche, ça veut dire sans bagnole. Donc oui, effectivement, probablement petit à petit, et c'est, je pense, indiqué, jalonné dans l'étude prospective donc, qui a été menée par la DEPA, d'arriver vers cette zone à trafic limité. Donc, l'aménagement de la place de la Résistance, je ne l'ai pas suffisamment dit, mais dans cet aménagement, c'est aussi un carrefour de mobilité active. Voilà, donc on sort d'un secteur piéton, on va rejoindre, on est aux portes du cœur historique, et donc de place en place, pour l'instant, voilà, donc par le plateau piéton, on arrive donc à circuler dans le centre. Mais demain, et quand je dis demain, je dis le 5 août, quand le marché revient, la rue de Rohan est piétonne pendant le marché. Donc oui, mais le truc, c'est que on ne peut pas, j'entends bien, voilà, donc on se dit, et puis en termes commercial, donc on sait bien que les gens qui sont à pied, les gens qui sont à vélo, ils consomment. Ce sont nos consommateurs du centre-ville, on le sait. Le truc, c'est qu'on ne peut pas juste claquer des doigts et dire on fait ça du jour au lendemain. Il ne faut pas oublier, si Saint-Brieuc a eu un tel passé donc commercial, c'était aussi avant tout, excusez-moi, mais donc un passé de foire commerciale. C'est un territoire un peu paysan quand même. C'est pas péjoratif de le dire. Et donc pour la population de Saint-Brieuc, pas forcément celle qui arrive maintenant et qui a un côté plus citadin et plus urbain, mais la voiture, ça a toujours été synonyme de liberté. Donc il faut y aller petit à petit. Voilà, comme tout à l'heure, je me suis énervé sur les propriétaires en disant bah là, il faut un peu taper du poing sur la table parce qu'ils nous aident pas. Par contre, avec les briochins, je pense qu'il faut faire preuve de pédagogie et de faire preuve par l'exemple qu'un centre-ville à vivre, c'est beaucoup plus agréable s'il n'y a même plus de trottoir. Parce qu'un trottoir présuppose une place pour la voiture. Voilà, donc on y va, mais petit à petit. Complètement d'accord. J'ai envie de compléter. Votre remarque est intéressante, mais il ne faut pas opposer les modes de déplacement. La voiture est nécessaire et la ville de Saint-Brieuc répond à tout son territoire qui est rural, paysan, etc. Donc l'idée, c'est plutôt de faciliter l'accès de la voiture à proximité du centre-ville et de toute manière, tout automobiliste devient bien piéton à un moment et donc il y a un enjeu de pédagogie, effectivement, je rajouterai rien en disant ça, mais il y a un enjeu de donner à voir que c'est désirable un centre-ville sans voiture et c'est petit à petit, par l'expérimentation,
la co-construction, etc. On l'a dit plein de fois aujourd'hui. Et après, pour aller plus loin aussi, on peut voir les choses aussi de façon inversée. C'est-à-dire que dans Action Cœur de Ville 2, on a donné l'occasion aux maires qui le souhaitaient d'étendre le dispositif aux quartiers de gare et aux entrées de ville. Étendre le dispositif aux entrées de ville, ça voulait dire quoi? Là, les premiers projets qui remontent, c'est comment je vais à mon entrée de ville, donc en navette électrique, en vélo, comment je fais des grands trottoirs, des pistes cyclables, et comment on peut justement faire du lien entre ces différents endroits pour pas que rester à pied dans le cœur de ville et puis après reprendre sa voiture. Et après, au-delà du programme Action Cœur de Ville, parce qu'il n'y a pas que ce programme-là, ça va être aussi comment on va d'un village à l'autre en ruralité, si on a envie d'y aller en vélo électrique, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est quasiment impossible, à part les grandes voies de voies vertes de tourisme à vélo. Sinon, se déplacer d'un point à un autre en ruralité, c'est vraiment compliqué. Donc là, en termes de mobilité, il y a toute une réflexion d'aménagement du territoire aussi qui se met en place. Mais comme vous le disiez, Monsieur Nguyen, c'est très très long. Après, et c'est aussi changer les mentalités. Mais moi, je discutais avec un maire rural il n'y a pas longtemps qui me disait, j'en peux plus d'être dans ma voiture, j'ai envie d'aller au village d'à côté en vélo, mais je manque de mourir à chaque fois que je le fais. Donc, bref. Mais il était dans les Ardennes, il n'était pas ici. Mais en tout cas, plus globalement, on en avait discuté avec Marianne, pardon. Je commence à fatiguer. Ça pose la question quand même, la voiture en ville, la nature en ville, toute la question de l'adaptation de la ville au changement climatique. La ville de Saint-Brieuc est dans un des dispositifs Action Cœur de Ville, co-piloté avec le CEREMA sur ces questions d'adaptation de la ville au changement climatique. C'est vraiment comment on va faire pour faire face à ces mutations, là aussi, dans une échelle un peu plus large. Récemment, on était à Albi, donc eux, ils vont avoir une problématique d'avoir 50 degrés l'été. Donc, comment on fait un parcours d'un commerce à l'autre, comment on fait un parcours consommateur avec ces températures, comment on adapte les horaires des commerces. On était aussi à Redon récemment sous les eaux, donc on était. Donc je pense que c'est une question. La mobilité, c'est intéressant. La nature en ville, c'est intéressant, mais je pense qu'on peut voir ça avec la sobriété foncière ce matin. C'est aussi des thématiques à traiter. Et bon courage à vous. Mais bon, on essaie de vous accompagner au mieux. Après, je sais pas quels sont les. Non, mais ça fait autant prendre tout en même temps. Comme de toute façon, on est dans un monde en pleine mutation. Voilà. Merci. On va prendre une dernière question avant de terminer. Bonjour, je voulais savoir ce qu'il en était de la maîtrise d'usage. Est-ce que vous avez associé les briochins d'une quelconque manière ou réfléchi avec eux? Moi, je ne peux modestement, parce que du coup, comme ça a été rappelé, donc je suis adjoint au commerce, à l'animation et à l'attractivité, donc je ne fais que peu d'aménagement urbain. Mais par contre, ce que je peux dire sur l'aménagement de la place de la Résistance, effectivement, le projet, évidemment, il y a eu à la fin une maîtrise d'œuvre, mais tout en amont, en fait, il y a eu un groupe projet, puisque je le disais d'entrée, je n'ai aucune compétence en urbanisme, donc ça j'en suis bien conscient, et donc je savais tout d'abord que la réussite de cet aménagement résiderait à la fin par l'appropriation par la population. Et donc, j'ai pris les choses dans l'autre sens et j'ai commencé à réunir pendant 1 an. Je crois que j'ai fait 9 réunions publiques avec un groupe d'usagers actuels et futurs de la place de la Résistance. Ce sont bien sûr les commerces, de l'hôtel Edgar jusqu'au boucher ou les bistrotiers, mais également des associations de mobilité. J'avais même demandé à tout un collectif d'usagers, et c'est avec eux que nous avons travaillé pour construire le cahier des charges. Voilà, donc donc moi je n'ai traité que ce projet-là, donc je peux vous dire que c'était une expérience extrêmement riche qui a été menée pendant à peu près 1 an, je dirais, avant que sorte un cahier des charges pour
Voilà, donc rédiger l'appel à projet pour recruter d'abord la maîtrise d'œuvre. Voilà. Merci beaucoup.